Je ne signe rien. J'ai déjà traversé le système, mon pote. Je sais comment ça marche. C'est pas... Tu n'es pas mon ami. Tout ce que tu essaies d'obtenir, c'est une stupide confession et tu n'en auras pas. Par une nuit apparemment normale en 2011, les alarmes ont commencé à sonner dans un 7-Eleven local. Les rapports d'un vol à main armée ont commencé à inonder le département de police local, mais en arrivant sur les lieux, le suspect était introuvable. Après avoir élargi la recherche, on suppose que la police a entendu un vacarme dans une maison voisinée. Sans autre piste, ils ont fait irruption et ont découvert un héroïnomane connu assis à l'intérieur avec une arme. Sans aucune autre preuve, ils ont arrêté l'homme et l'ont emmené pour être interrogé. Cet homme, appelé toxicomane, était Jeff Pearson, l'homme qui a commis le vol, et ce qui suit devient l'une des rares fois où un homme a battu la police à son propre jeu, tout en subissant d'horribles symptômes de sevrage de l'héroïne. C'est ce qui se passe lorsque le suspect trompe la police. Les 24 heures suivantes ont été capturées par des caméras de police dans la salle d'interrogatoire. Mais contrairement à la plupart des enregistrements similaires, elles ont été initialement mises en ligne sur la chaîne YouTube du suspect le 25 septembre 2011. En fait, c'est le premier signe de ce qui fait de Jeff une figure de culte, une légende au sein de la communauté des interrogatoires. Jeff a été maintenu en garde à vue pendant presque une journée entière, mais tout le matériel des 3 sessions d'interrogatoire n'a duré que 15 minutes. Étant donné que le vol et l'arrestation ont eu lieu dans l'État de Géorgie, une peine minimale habituelle serait environ 10 ans de prison, pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais il s'avérerait que Jeff ne passerait même pas une minute de ce temps, et au lieu de passer plusieurs décennies derrière les barreaux, il a passé une journée à recevoir des boissons et des bonbons tout en donnant une classe magistrale sur ce qu'il faut faire lorsqu'on est en garde à vue. Le matériel suivant nous montre en détail surprenant quelles méthodes les policiers tenteront avec vous et comment les éviter comme un véritable professionnel. Le matériel commence avec Jeff Hancock dans une petite salle sans fenêtre, vêtu de vêtements de prison. Il est clair qu'il a déjà été traité et qu'il a passé un certain temps en cellule, probablement pendant que la police rassemblait des preuves et se préparait à l'interroger. Suis-je en état d'arrestation? Pour l'instant. Je suis arrestation. Oui, je vais tout expliquer, mais avant de parler, avant de m'expliquer, avant que nous parlions, je dois te dire tes droits, d'accord? Pourquoi suis-je arrêté? Eh bien, je dois d'abord lire vos droits. Évidemment, l'accusation est de vol, d'accord? Jeff commence immédiatement par demander s'il est arrêté et sur quelle base. Dès le premier instant, il est évident que Jeff a fait des recherches, car c'est exactement ce que vous devriez faire dans cette situation. À partir de là, il y a 2 options. Si tu n'es pas en état d'arrestation ou de détention, tu peux déclarer que tu n'es pas non plus obligé de rester et de répondre aux questions, et tu devrais être complètement libre de quitter l'interrogatoire. Si tu es en train d'être arrêté, tu peux alors demander immédiatement un avocat et rester silencieux jusqu'à ce qu'on t'en fournisse un. Ces options te donnent la meilleure chance d'arrêter la police nette et te permettent de créer la meilleure défense. Ce qui est curieux, c'est que lorsque tu es arrêté en Amérique, l'officier est légalement obligé de te rappeler cela. Écoute l'avertissement de Miranda que ce détective lit à Jeff. Vous avez le droit de garder le silence. Ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Vous avez le droit de parler à un avocat avant l'interrogatoire. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'engager un avocat et que vous en voulez un avocat vous sera fourni. Si vous décidez de répondre aux questions maintenant sans la présence d'un avocat, vous aurez toujours le droit d'arrêter de répondre à certaines questions à tout moment. Est-ce que cela a du sens? Vous avez probablement déjà entendu cela, n'est-ce pas? Ces 3 points sont incroyablement importants et sont souvent négligés par le citoyen moyen en raison de la panique d'être arrêté en premier lieu. De plus, en raison de la fréquence à laquelle nous entendons ces phrases dans des médias comme les émissions et les films policiers, la plupart des gens les ignorent lorsqu'on leur lit ces droits et ne prennent pas en compte qu'on leur fournit en réalité des informations utiles qui leur permettent de rester en sécurité et protégés pendant qu'ils sont en garde à vue. Ce que ce détective n'a pas mentionné, cependant, c'est que si vous demandez un avocat pendant que vous êtes arrêté, ils n'ont pas le droit de continuer à vous interroger et vous avez un droit absolu de refuser de répondre à toute question qu'ils vous posent jusqu'à ce qu'un avocat vous soit fourni. Le détective termine également les droits avec un commentaire désobligeant sur le passé de Jeff, destiné à lui rappeler inconsciemment qu'il est un criminel condamné auparavant. Comprenez-vous vos droits? Comprenez-vous vos droits, Jeff? Oui ou non? Comprenez-vous? Nous sommes mieux payés que toi, donc nous pouvons rester si longtemps. J'ai juste besoin que vous me répondiez par oui ou par non. Comprenez-vous vos droits? Passons à cette question. Comprenez-vous ce que je vous ai lu? Comprenez-vous ce que je vous ai lu? Jeff a été explicitement informé qu'il a le droit de garder le silence, donc c'est exactement ce qu'il décide de faire ici. Le détective principal s'adosse à sa chaise. Cela était censé montrer qu'il ne s'inquiète pas du silence de Jeff et qu'il peut rester là tout le temps nécessaire, mais un langage corporel comme celui-ci indique généralement une certaine forme d'inquiétude. Il est clair que le détective sait que ces heures vont être compliquées pour eux. Si vous avez une preuve que vous n'avez pas commis ce vol, c'est votre chance de nous en damer. Oh shit. Non, c'est moi le connard. Tu vas voir, Bantoman. Chut.
Si nous parlons de domination, Jeff a simplement pris tout ce que la police avait et l'a jeté dans cette poubelle. Je ne te demande pas si tu veux me parler pour l'instant. Je voulais juste que tu comprennes ce que je t'ai lu. Juge, en état d'arrestation. Oui, vous êtes en état d'arrestation. Ramenez-moi à la cellule. Je ne parle pas, enfoiré. Est-ce que tu voudrais boire un Coca-Cola? Lors de cette première série d'interrogatoires, Jeff a montré exactement le comportement approprié compte tenu de ses circonstances actuelles. Dean sait que la police n'a rien contre lui. Il ne serait pas là à lui parler en premier lieu s'ils avaient quelque chose. Alors, il reste silencieux. Et c'est ainsi qu'il retourne dans sa cellule. Mais 2 heures plus tard, il le ramène dans la même salle pour la deuxième série. Peut-être quelque chose d'autre comme une boisson rafraîchissante? Peut-être un autre type de boisson que tu vas pouvoir l'ouvrir ou tu vas rencontrer. J'ai besoin de méthadone. Vous avez besoin de méthadone, oui, vous avez besoin de méthadone. Je n'en ai pas. Avez-vous des médicaments pour ça? Je veux dire, l'ordonnance pour ça. Pourquoi avez-vous besoin de méthadone? Parce que je suis un putain de junkie. Je ne peux pas obtenir de méthadone. Je vais faire un sevrage ici dans 1 minute. Une canette de soda est tout ce que Jeff a demandé avant de retourner dans la salle d'interrogatoire, mais il mentionne immédiatement les symptômes de sevrage qu'il commence probablement déjà à ressentir. Cependant, la méthadone, le médicament que Jeff a demandé au début de cette conversation, peut être utilisé pour réduire significativement les effets du sevrage et peut même réduire les envies qu'il a probablement ressenties pendant tout le temps qu'il a été en garde à vue. Puis combien utilisez-vous de l'héroïne? Ça fait longtemps, mon pote. 10 ans, 15 ans. Je n'ai pas vécu si longtemps. De quoi essayez-vous de me parler ici? Parlons de ce qui s'est passé la nuit dernière. Écoutez, voici le marché. Soit vous êtes dans une mauvaise situation, soit vous avez commis un vol à main armée la nuit dernière. Ouais, je suis dans une situation merdique, mauvais endroit au mauvais moment. Évidemment, je n'ai pas commis de putain de vol à main armée. D'accord, parlons-en alors. Je ne parle pas à la police, mec. Jeff en a clairement assez des discussions personnelles et veut revenir au sujet principal. À ses yeux, il a été arrêté pour quelque chose qu'il n'a pas fait et veut sortir de là le plus rapidement possible. J'ai traversé le système, mon pote. Je sais que Tu n'es pas mon ami. Je te mène. Tu essaies de m'avoir, non? Je n'essaie pas de t'avoir. Tout ce que tu essaies d'obtenir, c'est une putain de confession stupide et tu n'en auras pas. Je ne vais pas avoir une confession de ta part. Parce que je m'ai rien fait. N'essaie pas de vous faire avouer. D'accord, je vais vous dire. Je n'ai pas commis de vol à main armée et vous n'avez aucune putain de preuve disant que je l'ai fait. Laissez-moi partir. Tout ce que vous avez fait, c'est me trouver assis chez mon pote parce que le chien de mon putain de pote devenait dingue. Je sors, il y a des fuites partout et ils me braquent avec leurs lampes. Ils disent, viens ici. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils me fouillent, ils ne trouvent rien. Attendez, laissez-moi lire ça. Oui, parce que je ne vais pas le signer. Vous n'êtes pas obligé de le signer. Alors laissez-moi vous le lire. Je ne signe rien. Vous n'êtes pas obligé de le signer. L'ironie de ce policier qui dit qu'il n'essaie pas de piéger Jeff alors qu'il l'a menotté dans une salle d'interrogatoire en train de le questionner est très amusante. Mais même à travers tout cela, chaque partie de ce que Jeff a dit ici est si parfaite que cela semble presque répété. C'est une démonstration incroyable de défense légale personnelle et c'est encore plus impressionnant quand on considère le fait que Jeff commence presque certainement à éprouver des symptômes de sevrage. Je veux également souligner le point que Jeff a fait sur la façon dont les policiers essaient simplement de lui extorquer une confession. L'une des principales techniques utilisées dans ces interrogatoires est la technique Reed, développée par un ancien policier et psychologue dans les années 60 après qu'il a obtenu une confession d'un homme accusé d'avoir tué sa propre femme. La technique consiste en 9 étapes, commençant par une discussion polie sur les raisons pour lesquelles le suspect est accusé du crime, suivi de l'utilisation de certains langages corporels et actions pendant l'interrogatoire comme une démonstration de culpabilité vouée aux andins. La méthode finit par offrir au suspect 2 déclarations alternatives avec lesquelles il peut être d'accord, dont l'une est légèrement plus acceptable que l'autre. Mais quelle que soit celle choisie, elle admet la culpabilité et est considérée comme une confession. Cette méthode oblige le suspect à être acculé et est extrêmement efficace pour obtenir de fausses confessions de suspects innocents. En fait, le cas original autour duquel cette technique a été formée s'est effondré après avoir découvert que l'homme, en réalité, n'avait pas tué sa femme et avait été trompé pour donner une fausse confession. Absolument un niveau professionnel de manipulation. Dis-moi ce qui s'est passé la nuit dernière. Simplement et clairement. Ta version des faits. Je ne te parle pas. Je ne te veux pas. D'accord.
C'est ce que je ne comprends pas. Je sais, mais c'est ce que je ne comprends pas, Jeff. Tu étais assis là à parler, comme si tu étais prêt à t'asseoir ici et à me dire ce qui s'est passé la nuit dernière, et puis tout d'un coup je te dis ça est juste. Merde, je ne te parle plus, je veux un avocat. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui a changé? Parce que je t'ai déjà dit ce qui s'est passé. Non, tu ne l'as pas fait. Comment ça? Je ne l'ai pas fait. Tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé la nuit dernière. Comment ne pas dire ce qui s'est passé? Mais maintenant, vous m'avez menotté. Et je ne peux pas vous parler parce que vous avez demandé un avocat. Donc, d'accord, c'est bien. Mais, je vais vous dire tout de suite, vous êtes toujours en détention pour un vol. Je sais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin d'un putain d'avocat parce que... Évidemment, je n'ai rien fait. Et évidemment, vous savez que je n'ai rien fait parce que... J'ai déjà été arrêté pour les mêmes conneries avant. Et vous ne m'interrogez pas autant. Alors, merci pour la coque. Remettez-moi dans une cellule. C'est ma maison. Nous n'avons pas interrogé. Jeff a maintenant demandé un avocat et refuse à nouveau de répondre aux questions. Mais nous n'en sommes qu'à la moitié de cette vidéo et la capacité de Jeff à se défendre et à détruire complètement ce policier ne fait que s'améliorer. À partir de là, Voici ce qu'il en est. J'ai suffisamment de preuves. Comme quoi? À propos de votre vol. D'accord. Mais, vous savez, si vous dites que vous ne l'avez pas fait, vous devez me donner votre version de l'histoire. Je ne l'ai pas fait. D'accord? Eh bien, donne-moi ta version des faits. Tu dois me convaincre. Parce que j'ai beaucoup de preuves. J'ai beaucoup de preuves matérielles. Comme quoi? Pourquoi devrais-je vous dire ça? c'est ici que le détective commence à devenir désespéré. Il sait qu'il manque de temps et a complètement abandonné toute technique ou méthode élaborée pour essayer d'obtenir des informations de lui. Maintenant, à la place, il a commencé à le menacer, essentiellement avec de fausses affirmations de preuves qu'il peut facilement utiliser pour condamner Jeff. Si tout cela était vrai, il essaierait probablement de l'utiliser pour intimider Jeff afin qu'il panique et donne plus d'informations. Mais à la place, il utilise une rhétorique faible, disant que puisque Jeff ne l'a pas aidé, il n'aidera pas Jeff. Il ne me manque que quelques pièces de preuves. Nommez-les. Est-ce que... Nommez-les. Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne m'as pas beaucoup aidé. Tu me donnes un peu, je te donne un peu. On fait des allers-retours. Je te donne une de mes preuves et je te donne un petit quelque chose. D'accord. À quelle heure es-tu arrivé chez Aaron? Non, tout ce que je dirai ici pourra et sera utilisé contre moi. Bien sûr, mais tout ce que vous dites ici, je peux aussi le dire à votre agent de probation, pour montrer que vous m'avez aidé. Ça ne veut rien dire. Maintenant, le détective essaie désespérément de négocier avec Jeff. S'il aide les policiers, il dira du bien, de lui à son agent de probation. Mais Jeff se rend immédiatement compte que cela ne signifie absolument rien. Que vaut une étoile dorée si tu es coincé en prison pendant 20 ans? Cela renforce encore l'idée que les policiers n'ont absolument rien pour condamner Jeff et montre également qu'ils savent que leur temps est compté. Jeff a demandé un avocat, cependant, ils sont toujours assis là à l'interroger, comme si ce n'était pas une violation flagrante des droits qui ont été lus à Jeff à 3 reprises. Ils savent que s'ils n'obtiennent rien de lui bientôt, leur temps sera écoulé et Jeff regarde l'horloge de près. Au cours des 4 minutes suivantes de l'interrogatoire, Jeff continue de nier et de combattre tout ce que les policiers disent. Lorsqu'il mentionne le pistolet avec lequel il a été trouvé, ils continuent d'essayer de négocier et vont même jusqu'à tenter de l'effrayer, se moquant de ce que ce serait de retourner en prison, sans les drogues dont il est devenu dépendant. Mais tout au long de cela, Jeff reste totalement imperturbable. Il sait qu'il a presque gagné. J'en ai marre, mec. Merde à toute là. Je ne réponds même plus. Tout ce que je viens de dire va être foutrement écrit dans la découverte maintenant, non. Quoi? Tu n'as rien dit. Chaque chose stupide que tu m'as demandé, mec, va se retrouver dans la découverte. Je ne vais pas faire de découverte. Le procureur est. D'accord. Je veux dire, tu connais à moitié le système, comment les choses fonctionnent, et à moitié tu ne le connais pas, ai-je raison? Je sais à moitié que la seule raison pour laquelle je suis monté ici, c'est pour prendre un putain de coca. D'accord. Et je l'ai eu. Mais maintenant, je veux un buterfingère. Mais ça ne va pas arriver tout de suite. Quoi? Le buterfingère? Oui. Pourquoi pas? Je dois y aller. À l'hôpital. Je crache du sang. Allons à l'hôpital. Au cours des dernières heures, la police a interrogé un homme qui est clairement en douleur, lui refusant l'accès aux médicaments légaux prescrits qui l'aideraient à gérer ses problèmes et le questionnant à plusieurs reprises sur un crime pour lequel il n'avait aucune preuve.
Pendant ce temps, Jeff agirait cela de la manière la plus décontractée possible en demandant des sodas et des barres de chocolat. Jeff savait que toute erreur en parlant pourrait le mener sur une pente glissante, alors il a exercé ses droits de manière parfaite et 12 heures plus tard, il a été enregistré qu'il avait été libéré de la garde et renvoyé chez lui. Il est également rapporté qu'à partir de ce moment, Jeff a commencé à changer sa vie. Il est propre de l'héroïne et passe maintenant son temps à télécharger sur la même chaîne YouTube où cette vidéo a été mise en ligne. Il fait de la musique et donne même des conseils supplémentaires sur la façon d'éviter les pièges de la police. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et regarde la vidéo suivante ici.